Bonjour, je vais vous présenter quelques points sur la stratégie de prévention du VIH à Santé publique France. Et je vais parler du coup de la situation actuelle, pas revenir sur ce qui a été fait au précédent. Alors c'est un sujet qui est historique à Santé publique France, puisque Santé publique France a été construit par la fusion de plusieurs agences, notamment l'INPES et l'INVS, qui étaient déjà très engagées sur le VIH, ainsi que ce qui avait précédé l'INPES, comme la FLS et le CFES. Donc il y a beaucoup de personnes à l'agence qui viennent du VIH, même si aujourd'hui elles travaillent sur d'autres problématiques, et ça jusqu'au plus haut échelon de notre agence. Donc c'est quelque chose qui est assez ancré chez nous. Et après, on a bien entendu des équipes qui sont dédiées au VIH. On a une équipe qui surveille les nouvelles contaminations, qui surveille les stades SIDA, qui pilote le dépistage. Et on a aussi notre équipe dont je fais partie, qui travaille sur les dispositifs de prévention. Et on a aussi une subvention de SIDA Info Service qui opère la ligne d'écoute sur le sujet. Alors, la thématique a évolué parce qu'on est passé d'une urgence sanitaire et du coup qui impliquait des campagnes à gros budget, qui mobilisaient les médias et qui avait un effet de sidération sur la population. Maintenant que cette urgence sanitaire est passée, enfin ça fait un moment maintenant, mais le sujet est beaucoup moins fédérateur, il y a donc beaucoup moins d'engagement. Et pour survivre, on va dire, pour maintenir les fonds et pour continuer de faire de la prévention, le sujet a été élargi à la promotion de la santé sexuelle de manière plus large, même s'il reste un des thèmes centraux de la santé sexuelle. Et enfin, ce qui a changé aussi, sur ce qu'on travaille beaucoup actuellement, c'est sur le ciblage. C'est-à-dire que dans les années 90, il y avait une volonté d'universalisme, c'est-à-dire de s'adresser à tout le monde de la même manière, quelles que soient les problématiques de chacun, ce qui du coup entraînait une petite perte d'efficacité sur la transmission des messages. Aujourd'hui, on cherche à s'adresser aux personnes les plus concernées avec des messages adaptés et avec des objectifs qui sont dédiés à chaque population. Par exemple, à Santé publique France, en termes de marketing social, on s'adresse en particulier aux adolescents, alors pas que sur le VIH, mais sur la santé sexuelle, et notamment pour leur donner des clés pour entrer sereinement dans la sexualité et avoir des réflexes de prévention qui vont pouvoir les accompagner toute leur vie. On s'adresse aussi aux HSH, qui sont les personnes les plus concernées par l'épidémie aujourd'hui. On s'adresse aux personnes issues de l'immigration dans nos campagnes. Et on s'adresse aussi à la population générale pour maintenir une certaine pression sur le sujet et éviter une invisibilisation totale. Et ensuite, pour toucher les personnes plus finement et assurer le dernier kilomètre, on subventionne des associations, des acteurs de terrain qui vont savoir toucher précisément les personnes et notamment les populations les plus restreintes. Donc on subventionne aussi les publics que l'on cible par le marketing social, donc les adolescents, les HSH, les personnes issues de l'immigration. Mais on va aussi subventionner des projets spécifiques pour les personnes qui font le travail du sexe, pour les personnes trans, pour les personnes qui vivent avec le VIH et pour les HSH qui sont non identitaires et que du coup on cible moins bien en marketing social. Et bien entendu, le centre du sujet pour nous, ce sont les HSH, parce que c'est le groupe qui est le plus exposé. Et donc c'est celui sur lequel on investit le plus en se disant que tous les gains qu'on a sur le groupe le plus exposé vont bénéficier aux autres groupes par la suite et surtout à la dynamique de l'épidémie. Donc pour les hommes gays et bi, on a un dispositif de marketing complet, SexoSafe, qui est construit autour d'un site, mais on est aussi présent sur les médias sociaux, on a des actions sur le terrain, notamment sur les prides. On a des outils d'édition, brochures, affiches qui sont en cours de renouvellement actuellement. On produit un podcast, on fait des campagnes et on noue des partenariats éditoriaux pour pouvoir faire diffuser nos messages par des influenceurs ou des médias auprès des audiences de ces créateurs de contenu, sans que ce soit forcément nous qui portions ces messages, parce qu'on finit par ne plus forcément être audible. Ce que l'on peut voir auprès de HSH, c'est que on l'a vu ce matin, c'est le groupe sur lequel on observe un recul des nouveaux diagnostics. Donc on peut se dire que le fait d'avoir mis collectivement tous nos efforts sur les HSH a permis d'avoir des résultats, notamment en les incitant à recourir à la PrEP. C'est le groupe qui utilise le plus la PrEP aujourd'hui et la montée en puissance de la PrEP accompagne la baisse des nouveaux diagnostics.
Et enfin, pour revenir à ce que l'on fait à Santé publique France, sur les campagnes dédiées, alors ce qu'on appelle une campagne dans le marketing social, c'est la diffusion de messages précis sur une période assez courte, mais avec un gros investissement média, ce qui permet d'avoir une forte pression pour diffuser ces messages de manière assez importante auprès de nos populations. Et donc, les campagnes dédiées ces dernières années, entre 2016 et 2020, on a eu 3 campagnes sur la prévention diversifiée. Entre 2021 et 2023, on a eu 2 campagnes de promotion de la PrEP. Et depuis le mois d'octobre cette année et jusqu'en 2028, on fait la promotion du dépistage répété avec une campagne qui est en cours actuellement jusqu'en mars 2026 et une nouvelle campagne prendra le relais en juin 2026. On a aussi un marronnier qui est le 1er décembre qui nous permet de nous adresser à tous nos publics prioritaires mais aussi au grand public. Et donc cette année, comme l'année dernière, on diffuse une campagne principalement en télé en affichage sur la prévention des infections, notamment avec des films, dont un des films fait la promotion de la PrEP, ce qui veut dire qu'on aura une campagne PrEP en télé cette année encore, avec une diffusion relativement importante vis-à-vis de nos budgets, et ce qui nous permet de... Enfin, cette campagne est associée bien entendu à d'autres messages, hein, sur le dépistage, sur la prévention des IST, mais ça nous permet de donner une visibilité au sujet PrEP qui était comme assez peu traité auparavant auprès du grand public. Et enfin, je vais revenir sur la campagne que j'avais produite en 2020 et rediffusée en 2021 et 2022 pour le grand public. Donc ce n'est pas une campagne qui s'adresse aux personnes vivant avec le VIH, mais c'est une campagne de visibilité des personnes vivant avec le VIH et de lutte contre la sérophobie. Et donc on a, pendant 3 ans, dépensé des gros budgets pour cette campagne en affichage. Bon, j'aurais aimé qu'on puisse faire plus et continuer. Malheureusement, comme on doit flécher nos budgets sur des thématiques particulières, on est passé maintenant à la prévention diversifiée. Puis l'année prochaine, il y aura d'autres thèmes qui seront traités. Merci. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste rebondir sur l'intervention d'Héroïa Gérard, en fait, parce que, d'abord, merci beaucoup d'avoir souligné ce qu'on appelle un paradoxe entre l'élargissement du concept santé sexuelle avec des définitions très larges, plaisir, absence de maladie, et dans les faits concrets, effectivement, une espèce de zoom où on rejoint un petit peu la lutte contre le VIH et les IST, si je veux être caricatural. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment... Enfin, moi, je partage ça. Mais je voulais intervenir, en fait, sur... à un moment, tu as parlé de quelle invisibilité on parle. Et je trouve que, pour l'instant, mais dans la journée, sans doute que ça sera complété, on parle beaucoup de l'invisibilité à un niveau macro, politique, épidémiologique, etc. Et moi, je voulais parler de l'invisibilité au niveau du vécu des personnes. Et c'est une invisibilité qui est un cumul d'invisibilité. Donc il y a un effet cumulatif avec réactivation et tout ce qu'on peut déduire quand il y a cumul. Si je précise, l'invisibilité des personnes, en tout cas que moi je suis au comité des familles à Arcade, donc migrantes avec des parcours migratoires très traumatiques, il y a une invisibilité de tout ce qui concourt à l'identité. Pas de logement, pas de papier, des sans-papiers, sans logement, sans travail. Invisibilité au niveau de ce qui est le réseau familial de personnes soutenantes, affectives, invisibilité de sexualité, enfin bon, un cumul, un effet cumulatif de ça, et ce vécu-là est éminemment traumatique, évidemment, mais c'est une invisibilité majeure, et comme elle n'avait pas été trop développée, je trouvais important de la développer. Voilà. Merci pour cette présentation. Ma question va vers Nicolas. Dans ta présentation, tu as fait vraiment ressortir le fait que, effectivement, aujourd'hui, la population HSH est la population la plus
la plus exposée, mais c'est pas que le cas, hein, parce que effectivement tout ce qui a été fait pour la population HSH, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement c'est la population qui a le plus accès, qui utilise le plus la PrEP, mais par contre avec les dernières, les récentes données, on dit 43% des personnes les associations sont 43% des personnes les plus infectées, mais 38% sont des populations qui viennent d'ailleurs, c'est des populations migrantes. Et aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que la PrEP, au niveau des populations migrantes, n'est pas un outil qui est l'outil qui est le plus utilisé pour mettre un terme, effectivement, à cette montée en flèche de l'épidémie auprès des populations migrantes. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi la Santé publique France, ayant ces deux populations-là en face, c'est-à-dire la population HSH et la population migrante, a choisi de ne se concentrer que sur la population HSH aujourd'hui. Alors, effectivement, il y avait il y a quelques années à Santé publique. Tu veux qu'on appuie sur quoi? Alors, effectivement, il y a quelques années, il y avait deux dispositifs de marketing social à Santé publique France, un à destination des populations afro-caribéennes, un autre à destination des HSH. Lorsque Santé publique France a été créée, il a été décidé de supprimer le dispositif à destination des personnes afro-caribéennes. C'est un choix de notre direction et je ne sais pas quelles en sont les motivations. C'est juste quelque chose que nous regrettons. Ce que l'on fait actuellement, c'est que sur toutes nos campagnes, quand l'on dit grand public, on a un volet qui est dédié aux populations migrantes, avec une surpression média, des créations dédiées. Et par exemple, dans la campagne que je vous ai présentée tout à l'heure, le film PrEP, il se passe dans un salon de coiffure afro. Il met en scène une femme d'origine africaine. Et notre volonté avec ce film, c'est de toucher en particulier les personnes issues d'immigration, évidemment. Maintenant, on s'adresse aux populations migrantes uniquement par le biais du média, donc par le biais des campagnes. On n'a plus de dispositifs médiés, ça c'est de dispositifs dédiés. Et ça, ce sont des coupes budgétaires, enfin des choix de financement que je ne peux malheureusement pas commenter. Gabriel, je te laisse peut-être répondre aussi à la première question et on posera d'autres questions tout à l'heure. Pas grand-chose à dire. Mais merci pour l'intervention. Elle est très juste. Je pense qu'on est vraiment sur des cumuls et des choses qui se cumulent et ont des effets cumulatifs en termes d'invisibilité. Et c'est vrai que c'est hyper important de parler de cet enjeu du dévoilement. Je pense qu'on en est encore là. En fait, c'est un des enjeux majeurs. Je sais pas, j'ai relu ce matin les comptes rendus des états généraux des personnes vivant avec le VIH, mais je pense que ça reste une question. Et c'est fou qu'on se dise, voilà, on est en 2024 et c'est encore beaucoup ça qui se joue avec tout ce que ça implique en termes de discrimination, de violence. Voilà, je pense que c'est un constat de base à partir duquel il faut qu'on travaille. Et on ne fera pas de santé sexuelle si on ne part pas aussi de cette réalité-là. Et qui se cumule pour d'autres populations, certaines populations avec d'autres enjeux de vie sociale basiques, quoi, logement, papier. Voilà. Et puis malheureusement, vu le contexte politique, je ne crois pas que ça va aller en s'arrangeant. Mais bon, on va rester optimiste quand même. Mais je pense qu'on est face à quelque chose de compliqué quand même. Alors, j'arrive. Merci Frédéric Goyer de la RS Île-de-France. Moi, je voulais... c'est ce dilemme qu'on a depuis 30 ans au local, à l'international, entre banalisation, mainstreaming et focalisation parce que l'épidémie est spécifique et parce qu'elle bouge des choses très spécifiques. Voilà, il va falloir qu'on trouve un bon équilibre entre les deux. Je voulais aussi dire quelque chose. Là, quand on parle depuis tout à l'heure, j'entends santé sexuelle, je ne sais jamais si c'est santé sexuelle des personnes vivant avec le VIH ou santé sexuelle de la population en général dans tous ses aspects. On peut le réduire d'une certaine manière. La question de la santé sexuelle des personnes vivant avec le VIH, qu'est-ce que c'est d'autre que la santé sexuelle des personnes vivant avec une maladie devenue chronique et qui renvoie à ça aussi. C'est-à-dire que, bon, on peut l'exprimer comme ça. Et puis, moi, c'est une question qu'on a aujourd'hui de manière extrêmement claire, c'est qui les autres acteurs qui ne sont pas des acteurs bien labellisés VIH comme les gens ici,
qui sont en capacité de nous parler de la santé sexuelle plus générale, qui font des choses aujourd'hui. Il y a les sexologues, il y a les gens qui travaillent à l'éducation à la sexualité et qui n'est pas forcément... on l'a pas beaucoup évoqué là, mais enfin, c'est un élément central pour arriver sur cette dimension que, bien sûr, quand on voit la stratégie nationale santé sexuelle, heureusement d'ailleurs, il y a un axe très fort VIH et IST, mais il y a quand même un axe très fort santé reproductive. Comment on incorpore les gens qui travaillent sur la santé reproductive pour faire la coalition dont vous parliez tout à l'heure, et qui sont les autres acteurs qui travaillent sur la sexualité positive, enfin sur l'approche positive de la sexualité. Comment? Alors c'est peut-être de l'éducation, c'est peut-être, j'en sais rien. Mais cette question de avec quels acteurs on doit travailler pour ne pas rester entre nous, parce que sinon on va retomber dessus, me semble centrale. Et je ne sais pas si ici qu'on a la réponse. En tous les cas, c'est l'enjeu pour nous pour les mois à venir. Merci. Michel Bourrelli, Marseille. Moi, je pense que tout ce que l'on a entendu, il y a des points positifs. Je suis ravi d'entendre ce qu'a dit Pascal sur le fait que si ça marche un peu, si on a des chiffres un peu, c'est peut-être qu'on n'a pas été si mauvais que ça les uns les autres. Et alors, dans ces périodes un peu difficiles ou en fin de vie pour certains, c'est pour moi dont je parle, mais ça fait plaisir d'entendre effectivement qu'il y a peut-être eu des résultats, qu'il faut peut-être modérer aussi l'enthousiasme, mais en tout cas, c'est ça. Moi, je pense qu'on a aussi été un peu victime de ce qu'on a fait sur la nécessité de s'ouvrir, de faire que le VIH s'élargisse, etc. Donc certains ont parlé de santé plus globale. Et moi, dès qu'il y a eu un article qui a été écrit, entre autres par Bruno Spire et 47 autres chercheurs sur au moment de la conférence d'Amsterdam, je dis attention parce que tous ceux qui nous entendent, qui vont donner de l'argent, vont dire le VIH c'est terminé. On dit mais non, mais pourquoi tu dis pas du tout, ils comprennent très bien. Non, ils comprennent très bien, mais ils ne comprennent surtout ce qu'ils veulent entendre donc, et voir. Et donc, du coup, on est dans une situation où on a dilué le VIH, fait disparaître. Moi, en ARS PACA, j'ai quand même un gars qui, chaque fois que je vais le voir, me sort un polycope de 2 feuilles, taché de café froissé, en me disant ben oui, ce que vous dites, c'est la ligne 4 de la stratégie de santé publique. Et so what? Et on fait quoi? Et quel argent? Et comment? S'il n'y avait pas, nous, ici à Marseille en tout cas, et à Nice, je pense que c'est la même chose pour les villes sans sida, s'il n'y avait pas l'apport du privé, on ne ferait rien. Il n'y aurait rien dans les villes. Il n'y aurait aucune intervention. Et on ne ferait rien pour les femmes migrantes ou les femmes en général, alors que c'est tout ce qu'on fait sur le terrain, parce que c'est quand même fait localement. Si l'État se désintéresse du VIH parce que c'est des jeunes qui ont oublié que ça existait, qui ne sont pas concernés ou qui ne se sentent pas concernés ou qui sont protégés, les séropos existent, ils sont là. Et il faut s'en occuper. Je pense que la stratégie d'être délocalisé, c'est ce qui marche le mieux à travers les Corélies, à travers les villes sans sida. Parce qu'effectivement, si on compte sur le central, écoutez, commencez à acheter une concession à Saint-Pierre ou dans un autre cimetière. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Alors, je voudrais juste revenir un petit peu sur la question de... sur Santé publique France et la communication, c'est vraiment un dilemme en fait, parce que on en a parlé plus souvent. Maintenant, vous faites des campagnes ciblées, ce qui veut dire qu'en fait, on voit pas quand on n'est pas dans la cible, on voit pas en fait les communications. Et donc, on a l'impression qu'on ne parle plus, en fait, qu'on voit rien. Et on nous dit, mais en fait, on dépense beaucoup d'argent pour cibler et que les personnes cibles voient la communication. Donc ça, c'est un vrai paradoxe qu'il faut quand même rappeler, parce qu'effectivement, il n'y a pas rien. Simplement, on les voit plus. Effectivement, c'est pas sur les culs de bus. Ça va être plutôt sur les réseaux sociaux et sur les personnes cibles. Mais par contre, les personnes cibles, quand on voit toutes les enquêtes, alors je sais pas, on va avoir enquête sexualité des Français dans quelques jours, mais quand on voit les enquêtes d'opinion, SIDAction, etc., chez les jeunes, en fait, quand on voit le niveau d'information sur le VIH et sur les IST, on est quand même inquiet. Alors, est-ce que les populations jeunes sont des populations cibles au sens large du terme? Pour moi, c'est une population générale. Je veux dire, on ne va pas cibler que les jeunes plutôt orientés HSH, etc., etc. Donc, il y a une vraie question sur certaines populations dites générales, où moi, j'aimerais quand même que la communication, y compris avec, comme on disait tout à l'heure, la notion de plaisir, la notion de prévention dans une approche positive, elle soit quand même engagée là-dessus, quoi. Voilà. Je ne sais pas si tu réponds ou pas, mais en tout cas, c'est un constat.
Alors oui, on nous a déjà interpellé plusieurs fois sur le plaisir, et c'est pas un sujet que l'on traite à Santé publique France, parce qu'on fait de la prévention sur les déterminants qui détériorent la santé. Le plaisir n'en est pas un. Du coup, c'est un peu un angle mort pour nous. Ensuite, effectivement, on a un dispositif qui est dédié aux adolescents, toute sexualité confondue et toute identité confondue. Hein. C'est de l'éducation à la sexualité. Et c'est un sujet qui est extrêmement difficile parce qu'on est dans une période qui est assez réactionnaire. Et systématiquement, nous sommes attaqués en justice, nous sommes attaqués sur les réseaux sociaux par des petits groupes, j'espère peu nombreux, mais en tout cas très organisés, très bien financés et très puissants, qui nous empêchent vraiment de libérer la parole et d'être efficaces auprès des plus jeunes. Et cette censure est tellement forte et crée un tel poids au niveau politique qu'on commence à nous demander de faire moins de vagues, d'être un peu moins visible, d'aller moins loin, etc. Donc il y a une pression qui est extrêmement forte et qui est compliquée à gérer à ce niveau-là. Bonjour, merci de vos interventions. Gabriel, je te remercie d'avoir parlé des personnes concernées, parce qu'effectivement, je trouve que dans les années, je ne vois pas tous les éléments historiques, mais à un moment donné, l'effacement, les dimensions de santé, je ne sais plus comment on appelle ça, santé, démarche de santé sexuelle, voilà, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est un faute, et oublie un peu le vécu des personnes. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant, puisque la santé sexuelle, c'est une imagination ou un imaginaire très positif, très, très actif et avec des risques identifiés, mais il n'y a pas le vécu. Enfin, il y a toute l'absence du vécu, parce qu'effectivement, cette santé sexuelle, elle est complètement pas du tout linéaire dans le vécu des personnes, et encore moins dans le vécu des personnes concernées, puisqu'effectivement, les impacts thérapeutiques, les deuils, et tu parlais effectivement de toute la dimension psycho qui est extrêmement importante, où effectivement ces gens sont complètement abandonnés. Et je trouve qu'effectivement dans la dimension de santé sexuelle, le vécu des personnes est complètement oublié, et c'est cet effacement qui est important. Et peut-être qu'effectivement dans les campagnes sur lesquelles il faudrait peut-être revenir, c'est la visibilité du vivre avec aujourd'hui, de l'histoire des personnes, des stratégies individuelles qu'ils ont pu mettre en place à un moment donné et qui continuent de mettre en place. Je parle aujourd'hui, je suis à Grey Pride. Donc Grey Pride, c'est on agit auprès des vieux LGBTQI. Je suis absolument sidéré encore de voir des personnes vieux LGBTQIA+, qui découvrent leur séropositivité. Pourtant, c'est des gens issus de la communauté, acculturés, je dirais, mais qui ont toujours concerné ça à distance de leur histoire, et qui d'un seul coup, dans une aventure, puisqu'il peut y avoir une remontée de l'activité sexuelle ou une aventure qui arrive, il y a une confrontation avec le VIH. Donc c'est aussi une population à risque, puisque là, pour le coup, ils ont déjà une histoire thérapeutique, une histoire de vie qui a été pas mal érodée, hein, et là, d'un seul coup, le VIH va entraîner des complications supplémentaires. Donc voilà, et je trouve que ce qui était intéressant dans ce que tu disais, c'est cette parole des personnes qui a complètement disparu avec les stratégies biomédicales, etc., où d'un seul coup, on oubliait les personnes, alors que c'était les enjeux des années 80. Jamais rien sans nous. Et donc, je trouve que 70 et 80, et je trouve que ça, il faut y revenir. Merci, en tout cas. Oui, merci. Franck Marcettina, à vos services. Je voulais rebondir justement sur cette question de se dire, est-ce qu'il y a un objectif plaisir, est-ce qu'il y a un objectif réduction des risques en santé sexuelle, et notamment sur la transmission des pathologies infectieuses. Et je pense qu'en fait, avoir un objectif de développement de l'épanouissement sexuel, alors je pense que c'est compliqué institutionnellement pour un organisme comme Santé publique France, surtout dans le contexte actuel, mais à mon avis, c'est un des ressorts puissants pour réduire l'incidence des IST. Je m'en explique. Faut se méfier des simplifications, mais c'est frappant de voir que pour pas mal de personnes vivant avec le VIH intervient aussi dans une vie sexuelle compliquée par l'accès au plaisir, par l'accès aux partenaires, par le fait d'assumer ou pas son identité, par le fait des souffrances cumulées du fait de leur orientation sexuelle, et qu'en définitive, ce qui aurait peut-être favorisé la prévention, ce serait effectivement d'avoir travaillé sur les ressorts de l'épanouissement avant effectivement l'exposition au VIH. Ce qui explique d'ailleurs que le fait que les personnes vivant avec le VIH aient une qualité de vie sexuelle relativement péjorée par rapport à la moyenne de la population,
C'est à la fois du fait que c'est plus compliqué souvent d'avoir une vie sexuelle avec le VIH, malgré Iegali, etc., mais que souvent leur vie sexuelle était déjà péjorée avant. Difficulté à trouver un partenaire, le caractère parfois effectivement compliqué des applis de rencontre où le benchmark n'est pas toujours en faveur de l'âge, de certains physiques, etc. Les gens s'en plaignent très concrètement de dire moi je plais moins, moi je plais pas, comment je fais pour avoir des partenaires? Et de fait, leur capacité, par exemple, de négociation de la prévention dans un contexte où la négociation pour avoir des relations est parfois compliquée, de fait, on abaisse ces revendications de prévention parce que voilà, il est beau, il me plaît, et que je n'avais pas envie de gâcher le sujet en réinsistant pour avoir un préservatif parce que je ne suis pas sous PrEP, etc. C'est des choses relativement concrètes, mais à mon avis, la façon dont on va pouvoir effectivement redynamiser la lutte contre le VIH dans un élargissement à la santé sexuelle sans affaiblir cet objectif qui ici reste quand même très prioritaire, ce sera éventuellement de travailler justement sur ces déterminants d'une santé sexuelle de qualité, parce qu'à mon avis, c'est une des conditions prioritaires d'une prévention adaptée en matière de réduction de l'incidence des IST. Et le dépistage en fait partie, mais l'estime de soi en fait partie. On préserve quand on a une vision de soi, une représentation de soi et de sa valeur personnelle élevée, effectivement, on est plus enclin à essayer de se saisir des moyens de prévention qui vous sont proposés. Voilà. Et je pense que c'est un sujet de discussion qu'on peut avoir parce que je crois que personne ne sait exactement encore aujourd'hui dire comment promouvoir le plaisir sexuel comme moyen de prévention des IST. On n'a pas encore trouvé la martingale, mais il commence à y avoir quelques pistes, notamment chez les influenceurs ou influenceuses sur les réseaux sociaux, dont c'est devenu le mantra. On parle beaucoup plus épanouissement sexuel que prévention, mais c'est aussi une façon peut-être un peu plus moderne d'en parler. Je crois qu'il va falloir qu'on trouve quelque chose, une martingale pour en faire un sujet de communication. Merci. Oui, merci Franck. Alors effectivement, c'est quelque chose dont on a parfaitement conscience. Et si le plaisir n'est pas un thème de campagne, comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet que l'on traite sur les réseaux sociaux et sur notre podcast. C'est-à-dire ce sont des communications qu'on a tout au long de l'année en fil rouge. Et où là, on ne parle pas forcément que de prévention, parce que c'est un sujet qui met les personnes à distance. Et parmi le spectre des sujets que l'on aborde pour pouvoir toucher un public le plus large possible, on travaille également effectivement sur le plaisir et l'épanouissement. Ouais, un mot, pardon, par rapport à ça, mais il me semble qu'il y a, c'est fou autour de cette question de la PrEP et de I égale I, il y a comme une sorte d'éléphant dans la pièce, c'est évidemment le plaisir. Les gens aussi ont du plaisir à baiser sans capote, il faut le dire franchement, et ça, on a du mal à parler de ça comme ça, parce que on ne sait pas trop comment le faire, on se dit qu'il ne faut pas non plus saper les autres stratégies, et je pense qu'il faut partir de là. C'est aussi une des motivations de se mettre sous PrEP, d'être indétectable et de retrouver une vie sexuelle où il n'y a pas le stress de la transmission, de l'infection, etc. Et je pense que si on n'aborde pas ce sujet peut-être de front, alors peut-être pas Santé publique France, je ne sais pas quelle marge de manœuvre vous avez, sans doute aucune par rapport à ça, mais je pense qu'il y a des messages à faire passer, une parole à libérer autour de ça qui est essentielle et qui va au-delà de la communauté gay, il me semble, et de retravailler à partir de ça. Il y a 25 ans de ça, ACT UP avait une affiche qui était à la fois terrible mais géniale, c'était « Baiser sans capote, ça vous fait jouir ?» avec un point d'interrogation à l'époque. Et la réponse de plein de gens était oui. Sauf qu'à l'époque, c'était trop compliqué. C'était moralement impossible de dire ça. Aujourd'hui, on enlève le point d'interrogation et on est sur quelque chose de plus affirmatif. Et c'est peut-être un point de départ aussi pour se réapproprier la question du plaisir sexuel. Bonjour. Un grand merci à Arcade et puis à tous les intervenants pour vos présentations de grande qualité. Je voulais juste revenir sur la position de Santé publique France. J'ai rien compris. Franchement, j'ai rien compris puisqu'on parle des populations clés, dans le HSH, les migrants, et comme un miracle, on a disparu. On a disparu de la scène, je ne comprends pas. On parle beaucoup d'inégalités que vivent les personnes vivant avec le VIH, tout ça. Alors, s'il y a aussi des inégalités institutionnelles, s'il y a aussi des inégalités par rapport au financement, c'est grave. C'est très grave, donc je crois qu'il faut revoir ça. Et merci aussi au sociologue qui a parlé de l'invisibilité du vécu des personnes vivant avec le VIH. À un moment donné, les PVVIH ont beaucoup contribué, continuent de contribuer justement à la lutte contre ces virus-là. Et aujourd'hui, OK, les traitements marchent, mais il y a aussi les vécus au niveau social.
il y a des choses qui restent encore à faire. Et là, on oublie aussi ces vécus. Et donc, moi, je pense qu'il faut remettre les PVVIH au cœur des luttes, au cœur des politiques, si on veut vraiment atteindre justement les 80... Bon, maintenant, on est à 97%. En fait. Si on veut atteindre vraiment les 100% en fait, des personnes dépistées, les personnes... Enfin, voilà. En tout cas, c'est un coup de colère. Je suis désolée. Mais il faut remettre les PVVIH au cœur de toutes les luttes. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre colère. Et nous la partageons. À Santé publique France, le choix d'arrêter le dispositif de marketing social pour les personnes afro-caribéennes était un choix politique. Donc ce n'est pas un choix que l'on peut comprendre, effectivement, puisqu'il n'est pas basé sur la logique. Nous, on essaie de le compenser en menant des campagnes qui vont cibler les personnes afro-caribéennes et par les financements d'actions d'associations. Maintenant, on ne peut pas aller non plus contre le politique en recréant un dispositif avec un budget qui n'existe pas. Mais merci pour votre colère. Bah non, c'est juste, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas refaire des actions un peu d'éclat? Je parlais d'inter-associatif, de la promotion de la santé sexuelle, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre les pieds dans le plat pour, justement, parce que sans doute que Santé publique France est bloquée à plein d'endroits, mais peut-être que la parole militante associative est plus libre pour faire pression, pour agir. Il y a longtemps de ça, ACT UP avait des modes d'action qui avaient des coups d'éclat, mais des fois, ça pouvait fonctionner. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça marchera encore, mais... Quelqu'un qui veut encore parler? Oui, on va lui donner le micro. Ouais, c'est ça sera la dernière. Voilà, moi je pense que très clairement, là, il y a la place pour un plaidoyer, alors sous quelque forme que ce soit. Alors, mais ça va être bien la évidemment, il y a un question. plaidoyer à faire. Régis Thiebaud, j'interviens au nom de l'hôpital Sainte-Anne, etc., psychiatrie, neurosciences. Je voulais revenir sur la question qui a été posée. Vous dites que c'est un choix politique de Santé publique France d'avoir abandonné un petit peu les populations afro-caribéennes. La question, c'est ça que je voulais poser. Est-ce que la différence entre le sida et la santé sexuelle, ce n'est pas une question politique finalement. Le sida, c'était un objet politique, c'était un objet pour les politiques. Il a fallu que les politiques, effectivement, se mobilisent dans les années 80-90. Est-ce que la santé sexuelle, c'est un objet politique qui pourrait expliquer pourquoi finalement il n'y a plus cette mobilisation? Voilà, c'est une question que je pose. C'est une question institutionnelle, mais je pense qu'elle est importante. Le sida n'est pas devenu comme ça une préoccupation des services de l'État par hasard. Il y a eu vraiment des combats. Enfin bon, je ne vais pas rappeler tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le problème effectivement de la santé sexuelle, c'est que ça n'est pas un objet politique, et donc les politiques finalement s'en arrangent très bien de ça? Voilà, c'est une question. Alors, je vais vous donner mon interprétation parce que je n'ai pas je n'ai que mon opinion là-dessus. Je pense que le thème du sida, enfin du VIH, a été un peu mis de côté par le politique, par les autorités, parce qu'il y a eu des solutions biomédicales qui ont été mises en place et parce que ça touche une très faible part de la population et que ça n'est pas un sujet de population générale, et que du coup, son intégration à la santé sexuelle permet d'en faire un sujet grand public et donc légitime de continuer d'exister et d'avoir des fonds. Et à mon sens, c'est plutôt une stratégie de survie, cette transformation santé sexuelle. Je pense qu'on va devoir arrêter. Merci beaucoup pour les échanges. Je pense que ça rentre vraiment... la discussion de ce matin, ça rentre vraiment en résonance. Et je vois Florence au fond de la salle avec les assises qu'il y a eu au printemps et sur la place des personnes vivant avec le VIH dans le plaidoyer et dans la communication et la non-invisibilisation du VIH et de la lutte contre le VIH. Merci beaucoup à vous deux.